Une nouvelle semaine s'ouvre pour l'équipe du tribunal de l'actualité et nous sommes lundi 5 février 2024. Auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+ et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité. Et vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Bonjour à vous, juge Ofavaha. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, juge Bougba. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette première convocation, le tribunal de l'actualité auditionne Maître Tacitus Richard Yamyogo. Il est avocat pénaliste au barreau de Guinée-Conakry. Il est également enseignant en droit pénal et avec lui, nous parlerons de la situation nationale avec le retrait des pays de l'AES, dont le Burkina, de l'espace communautaire CEDEAO. Il sera aussi question avec lui des réformes ainsi que de l'état des libertés au pays des hommes intègres. Bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette première audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Benna Bougma, nous sommes lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal de l'actualité? Merci. Je vais penser, comme c'est lundi, je partage cette citation de Jim Rohn, qui est un écrivain américain, qui dit « Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. » Je répète, ce n'est pas le vent. Je reprends. Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. On peut entendre par le vent les événements, les difficultés de la vie, les défis, les obstacles. Parfois des choses qui ne tournent pas rond, on peut le mettre dans le lot du vent. Mais ce n'est pas eux qui décident la destination, c'est l'orientation que vous décidez d'avancer malgré les tumultes, malgré les difficultés, malgré les épreuves. C'est ça également, donner de la direction effectivement à son voile. Parce que les Chinois disent d'ailleurs qu'il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait là où il va. Donc en réalité, il va avoir des difficultés, il va avoir des épreuves à surmonter, mais c'est où est-ce que nous voulons aller. En ce moment, c'est nous qui devenons maîtres de la situation. Et le vent est pareil pour tous. Tout le monde a des difficultés, tout le monde a des défis à relever. Maintenant, face aux défis, c'est notre attitude et l'orientation et le sens que nous voulons donner aux choses. C'est ce qui va prendre le pas sur les autres considérations. Donc c'est cette pensée de motivation que j'avais pour tout un chacun qui regarde de la difficulté pour ne pas avancer. Non, il faut se lever et puis avancer. Je termine en souhaitant beaucoup de courage au VDP, aux forces de défense et de sécurité et à toutes les personnes qui sont dans l'humanitaire pour travailler à donner un brin d'espoir et de sourire à toutes ces personnes déplacées internes à qui d'ailleurs j'ai dit pensée spéciale. Excellent lundi et magnifique semaine. Merci, juge Benna Bougma, pour cet avant-propos. Juge Ofavaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal de l'actualité? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est ce qui se passe au Sénégal. On a tous écouté l'adresse à la nation du président sénégalais Macky Sall qui informait en tout cas les Sénégalais qu'il avait signé un décret qui abrogeait celui qui convoquait le corps électoral pour les élections de février, je pense que c'est le 25. Et les raisons ont été données, c'est qu'il y a un conflit ouvert entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel et sur fond, on va dire comme ça, de corruption. Et le président ne le dit pas crûment, mais on sait que l'Assemblée nationale a décidé de mettre une cellule d'enquête, notamment sur le process d'acceptation de certaines candidatures. Et il y a une candidature aussi qui pose vraiment problème, c'est que après la publication, on se rend compte qu'il y a encore de la binationalité parmi les candidats, alors que les textes sont assez clairs. Il y a quelqu'un qui a été écarté pour cela, c'est Karim Wade par exemple. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait encore parmi ceux qui sont sur le starting block des personnes qui sont des binationaux. Donc il y a en tout cas beaucoup de petits soucis comme ça et le président dit avoir en tout cas tiré la leçon de tout ça et se dire que ça risque d'être assez difficile d'aller comme ça à des élections. Est-ce que
c'est, on va dire, un regard avisé, une décision avisée, ou bien c'est aussi un opportunisme pour quelqu'un qui voit aussi, quoi qu'on dise, la fin de son mandat venir, qui a dit clairement qu'il ne se représentera pas, se trouver dans une situation d'un genre de prolongement. En tout cas, on peut faire les interprétations qu'on peut. Mais quoi qu'on dise, l'Assemblée nationale, la majorité, pour moi, elle est dans le camp de Macky Sall. Le Conseil constitutionnel, la plupart des membres, ce sont des gens qui, forcément, ne sont pas en bande de rupture avec le président lui-même. Donc, il faut aller chercher, pour moi, dans son propre camp. Donc là, ça suscite beaucoup d'étonnements, beaucoup de questions, étant entendu que le Sénégal, pendant longtemps, a été pris comme un exemple de démocratie, où, en tout cas, on a l'impression que tout est en train de fonctionner. Est-ce que ce n'est pas parce que cela fonctionne aussi et qu'il y a une Assemblée nationale qui est aujourd'hui, quoi qu'on dise, face à face avec un Conseil constitutionnel, certains pourraient le dire. Mais est-ce que, dans ce cas de figure, avoir un type de prolongement possible comme ça avec Macky Sall, ça ne risque pas d'être dangereux, fragiliser le Sénégal dans l'histoire récente qu'on connaît avec Sonko et tout ce qu'il y a eu comme branle-bas dans les rues. Donc c'est beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui et j'espère que le Sénégal va savoir sortir de ce passage-là. Merci, messieurs les juges, pour ces avant-propos. Situation nationale, retrait des pays de l'AES, dont le Burkina Faso, de l'instance communautaire CEDEAO, réforme et état des libertés au pays des hommes intègres. Voici le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité avec à la barre Maître Tarcisius Richard Yamiogo, avocat pénaliste au barreau de Guinée-Conakry et également enseignant en droit pénal. Monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Juge Ben Abougman. Non, généralité, non, je n'en ai pas. Le juge Geoffava. Bon, pas de généralité, on va aller dans le... Allez-y donc dans le fond, juge Ben Abougman. Oui, dans le fond du sujet, il y a, comme on appelle ça, l'actualité, c'est ce qui se passe au niveau de l'espace communautaire où les pays du Sahel ont claqué la porte de la CEDEAO, sans respecter le délai. La CEDEAO, d'ailleurs, on a vu son écrit également, sa réponse qui a été donnée après le dépôt officiel comme on appelle ça, de l'initiative de retrait du Burkina Faso. À la lecture des deux, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vous remercie de m'accorder de la crédibilité, d'être présent sur ce plateau. J'aimerais me prononcer d'un avis favorable pour la légitimité constitutionnelle et pour le respect et la sauvegarde des droits comme gage fondamental du bon fonctionnement de notre système judiciaire, surtout au Burkina Faso. Avant tout propos, j'aimerais dire que d'abord l'initiative que notre cher président Ibrahim Traoré prend concernant la CEDEAO n'est pas du tout plausible à l'essor et au développement de notre pays. Pourquoi? Parce que, avant de prendre des décisions, il aurait fallu consulter des institutions, il aurait fallu tenir compte de la population, il aurait fallu tenir compte des associations, peser le pour et le contre, voir les conséquences de cette décision-là. Vous savez bien que quand on parle de la CEDEAO, ce n'est pas seulement au plan politique. Il y a le côté économique, il y a le côté juridique, il y a le côté social. Est-ce que les institutions ont été consultées? Est-ce que les associations ont été consultées? Est-ce que l'avis de ces opérateurs économiques qui ont investi au Burkina Faso avec des traités, de multiples traités, auprès de ces banques internationales-là, est-ce que ces personnes ont été consultées? Point d'interrogation. Oui, est-ce que c'était nécessaire? Effectivement, c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que quand on parle d'économie, l'économie, c'est l'apport capital de tout un chacun. L'économie, ce n'est pas seulement le gouvernement. L'économie, ce n'est pas seulement les dirigeants. L'économie, c'est l'État-nation.
Et quand on parle d'État-nation, on tient compte des intérêts des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on veut se cantonner sur une politique offensive contre la CEDEAO qu'il faut prendre des décisions allant à l'encontre du bien-être de notre population. Regardez aujourd'hui, permettez-moi, moi je suis à Conakry, je connais la Sierra Leone, je connais le Libéria. Imaginez-vous que quand vous prenez un Liberty du Libéria, ça ne vaut même pas 2/3 du franc guinéen. Et quand vous prenez environ 1 500 000 Guinéens, arrivé à Abidjan, vous vous retrouvez environ 85 000 francs CFA. Réfléchissons avant de prendre des décisions. Mais nous n'avons pas quitté la zone franc CFA. Le ministre de l'économie a dit clairement, nous sommes toujours membres de l'UEMOA, le franc CFA est toujours en place. Donc je ne vois pas le rapport avec la monnaie dont vous êtes en train de parler. Si, il y a un rapport. Le rapport est que c'est une procédure, ce sont des rudiments. Lorsque on décide de se retirer de la CEDEAO, d'abord, il y a des avantages et des profits que nous perdons. Oui, mais le rapport avec la monnaie, c'est quoi? Puisque nous continuons de converser avec notre franc CFA. Je voudrais savoir vraiment la précision. Oui. Parce que le rapport avec comment on appelle ça, les devises, je ne comprends pas. Oui. Quand vous parlez de la monnaie du Libéria, de la Guinée, alors que nous avons le franc CFA, on n'a pas quitté. Donc, c'est-à-dire la valeur n'a pas changé. Donc, où est le lien entre quitter la CEDEAO et les questions monétaires ici? Je vais en venir. Okay, j'allais en venir. Le lien est que lorsque nous décidons de nous retirer de la CEDEAO, d'abord, nous perdons ce qu'on appelle les besoins techniques et humanitaires. Ça, c'est un. Et si nous perdons les besoins techniques et humanitaires, il va sans dire que nous allons commencer aussi à perdre, disons, tout ce qu'il y a comme apport économique et investissement dans le cadre de la zone CEDEAO. Et si nous perdons cela, au niveau des banques, le taux d'intérêt, le taux de pourcentage va régresser. Et si le taux d'intérêt et le taux de pourcentage régressent, au niveau même des institutions internationales, nous allons venir à des formes de quoi? À des formes de réformes monétaires, institutionnelles et monétaires pour pouvoir aboutir à la création d'une monnaie unique dans le cadre de l'AES. C'est ce que moi, je déplore et je ne peux pas accepter pour mon pays, le Burkina Faso. Mais on n'est même pas encore à cette étape. Ça va venir, parce qu'il faut pallier à toute éventualité. Oui, même quand vous dites que ça va jouer sur les investissements, là même c'est à voir, parce que les États n'ont que des intérêts. Le Burkina a quitté la CEDEAO. Qu'est-ce qui empêche un autre État membre de la CEDEAO, en fonction des intérêts de cet État-là, de négocier directement avec le Burkina sur certains pans de la coopération? Je me prononce. Admettons qu'aujourd'hui, nous faisons face à des personnes, depuis des années, dotées d'institutions fortes, ayant contracté des conventions, des traités, depuis 2000, avec les entreprises, les structures séantes au Burkina Faso. Et qu'aujourd'hui, par la force des choses, nous convenions à ce qu'il y ait une réforme relative à l'AES et nous prenions des décisions dans le cadre du libéralisme économique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cela ne va pas jouer sur ces traités et ces conventions-là? Est-ce que nous avons pesé le pour et le contre de ces conventions économiques? Oui, il y a sur le plan des conventions de la coopération, il y a le multilatéralisme, oui, et il y a le bilatéralisme. Oui. Alors, d'État à État, oui, effectivement, il y a des pans sur lesquels on peut négocier pour dire, bon, entre nous, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Même si vous n'êtes pas membre de ce même espace communautaire. Est-ce que ça, c'est exclu? Parce que j'ai l'impression que vous voyez seulement la CEDEAO en bloc comme un seul État, contre les éléments les pays de l'AES, en bloc également comme un seul État, alors que ici, c'est vrai que l'initiative de l'AES, c'est d'aller à un fédéralisme. Ils ne sont pas encore à là. Oui. Maintenant, j'ai dit, ma question c'est, est-ce que ça empêche par exemple que le Burkina et le Ghana se parlent, ou le Bénin et le, comment on appelle ça, et le Bénin et le Nigeria se parlent pour arrondir les angles, pardon, le Mali et le Nigeria où se parlent, où le Bénin se parle. J'ai dit, est-ce que, même pris isolement, les différents pays de l'AES ne peuvent pas
parler à ceux de la CEDEAO pour dire, bon, écoutez, nous, on a des intérêts qui sont très liés, voilà, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Est-ce que ces choses-là ne sont pas possibles? J'ai l'impression que dès lors qu'on a quitté la CEDEAO, on n'a plus droit à quoi que ce soit avec un seul État membre de la CEDEAO. C'est comme ça, j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais nous aboutissons à un retrait systématique. Pourquoi un retrait systématique? Parce que le retrait n'a pas été d'avis consultatif. Nous prenons des décisions sans consulter des institutions, comme je l'ai dit. Est-ce que pour l'intégration de la CEDEAO, il a fallu faire ces consultations que vous évoquez? Effectivement, parce que les chefs d'État ne se sont pas levés un bon matin pour prendre des décisions pour pouvoir intégrer la CEDEAO. Il y a eu ces consultations dont vous parlez? Le président Boris Yamego, jusqu'à venir à tous ces chefs d'État qui se sont succédés, eh bien, ont eu des formes de consultation pour pouvoir quand même intégrer ou bien prendre des décisions au niveau de la CEDEAO. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, quand on parle d'État, l'État, ce n'est pas seulement l'État en tant que garant des normes institutionnelles de la souveraineté politique. L'État, c'est aussi la nation, c'est aussi la population. On ne peut pas aujourd'hui se lever et dire qu'en tant qu'État, on prend une décision consistant à se soustraire vis-à-vis de la CEDEAO et dire que cela vient de la population. Non, je suis désolé. On va permettre une réaction au juge Géoffroy-Bara. Oui, moi j'ai... c'est la question des... Il y a des avantages oui. à être dans un espace commun, communautaire, oui. dans lequel on travaille à... comment dire, on travaille à ce que les barrières soient moins fortes. Et quand on parle de barrières, c'est sur les relations douanières qu'on a, c'est sur les arrangements qu'on a, ça se fait entre pays et vous y allez de commun accord. Donc quand vous quittez, c'est clair que il pourrait y avoir des désavantages parce que vous devriez renégocier ces éléments-là avec les pays de cet espace que vous avez quitté. Ça, c'est logique, c'est presque une tautologie. Mais ça ne veut pas dire, comme le disait Bernard, la rupture. Bon, je pense que la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est que la décision prise, c'est quels sont les gages que nos autorités nous donnent sur la façon d'en résorber, pour moi, l'impact. Quels sont aussi les avantages? Je pense que on a écouté la sortie du président. Quelles sont les alternatives qu'il trouve? Maintenant, il y a différents niveaux d'appréciation à avoir. On est là à parler de la question économique, mais ce n'est pas que ça. La CEDEAO elle-même, dans sa vocation première, qui était d'en faire un outil d'intégration pour une meilleure santé économique, c'est elle-même, à un moment donné, à laisser aller sur des questions purement politiques. Et aujourd'hui, les dissensions entre ces pays-là, qui sont membres de l'AES, et les autres de l'espace, sont essentiellement politiques. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas aussi un genre d'autocritique que devrait se faire cette CEDEAO-là sur un certain nombre de points? Aujourd'hui, que ces pays membres de l'AES disent qu'ils s'en vont, on entend dire, écoutez, on est prêt pour des négociations, on est ouvert à ce qu'on trouve un juste milieu. Et ça, c'est les pays membres de la CEDEAO qui le disent. Alors que le discours était plutôt plus tranché que ça avant la volonté de rupture. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de cette conciliation sur ce point politique-là avant d'en venir à la dissension actuelle? Parce que s'arrêter aux simples conséquences sur le plan économique, je pense que c'est prendre le problème par un seul bout. Il y a des réalités qui ont été, pour moi, mises sur la table par les trois pays. Parlons-en. Oui. Parlons-en de ces réalités-là. Quand on regarde, ça venait gros aussi comme une montagne. Quand ces trois pays ont fini de pousser hors de leur espace une coopération qui les dérangeait, il fallait s'attendre à ce que même les espaces dans lesquels ils sont, même communautaires, tant qu'ils sentiront une présence ou bien une pression ou bien, je sais pas, une forte décision possible de cette puissance-là, ça allait être compliqué. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un débat franc? Ce n'est pas quelque chose de sincère que ces pays-là mettent sur la table en jouant le jeu de la rupture aujourd'hui? Eh bien, alors, pour répondre à votre question, j'aurais suggéré qu'il fallait partir d'abord d'un comité consultatif. Il n'y a pas eu de comité consultatif à ce sujet.
préciser les choses. Quand vous dites comité consultatif, parce que tout à l'heure, le président vous a posé la question de savoir, est-ce qu'en entrant, la consultation large dont vous parlez, on l'a eu. Vous dites on a eu certaines consultations. Lesquelles? Et quand on parle de comité aujourd'hui, de quoi vous parlez? Bon, d'accord. Quand on parle de comité aujourd'hui, on parle de cadre prenant en compte tous les membres des acteurs de la société civile, les leaders politiques, les responsables des institutions, afin de pouvoir débattre sur la thématique. Pour moi, c'est ça, un comité consultatif. Et pour en venir à ce que j'appelle convention, il faut dire que le retrait systématique, ou bien la requête relative au retrait systématique du Burkina Faso auprès de la CEDEAO pourrait impacter nos rapports du point de vue de l'UEMOA. Nous avons le règlement, permettez-moi, nous avons le règlement numéro 10/2006/CM/UEMOA relatif à la libre circulation, l'établissement, c'est-à-dire l'installation des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'UEMOA. Aujourd'hui, si nous décidons d'envisager un retrait systématique de la CEDEAO, du point de vue de l'UEMOA, il va falloir renégocier, rediscuter, proposer des formes de loi pour pouvoir pallier à ces formes de manquement-là. Parce qu'aujourd'hui, tout avocat ressortissant d'un pays membre de la zone CEDEAO a la possibilité de s'installer dans un autre pays à condition qu'il remplisse les dispositions légales. Mais si aujourd'hui, nous prenons la décision de nous soustraire systématiquement de la CEDEAO, cela va jouer d'abord sur le cadre professionnel, cela va impacter sur le fonctionnement de la conférence internationale des barreaux en Afrique et en Europe. Cela va jouer sur d'abord le taux d'investissement, le taux d'intérêt. Cela va jouer sur les normes internationales qui régissent nos pays concernant la libre circulation des personnes et des biens. C'est à cela que je pense. Alors, la question que je vais vous poser, c'est... Moi, la mienne n'a même pas été répondue. Oui. Donc, finissez, je vais répondre. La mienne n'a pas été répondue. Bon, d'accord. J'ai dit, il y a les aspects économiques dont vous parlez, il y a aussi des questions politiques et les conséquences de certain nombre d'éléments. C'est ce que réaliser encore les motivations de ces trois pays-là à quitter la CEDEAO. Ce n'est pas les aspects économiques qui ne sont pas dérangés par la libre circulation des biens et des personnes. Ce n'est pas ça qui est critiqué. Bien au contraire, ce qu'ils reconnaissent, c'est que la CEDEAO avait une vocation première qui pour eux était d'intérêt. Mais seulement ce que la vocation d'aujourd'hui, elle a bien changé. Et c'est pour cela qu'il y a des questionnements. Et les questionnements subsistent sur une CEDEAO qui est un peu à la solde. Une CEDEAO qui est un outil de pression sur ces États-là qui sont membres, et une CEDEAO qui est dans des dépassements de fonctions. C'est un peu ça qui est posé sur la table. Pourquoi est-ce que ça, vous n'en parlez pas? C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que vous savez bien qu'on part de l'aspect social pour aboutir à la politique. C'est parce qu'il existe une société qu'aujourd'hui on parle de politique. Il y a, disons, une interférence entre la politique et la sociologie. Vous le savez bien, je n'ai rien à vous apprendre. Aujourd'hui, quand vous parlez de répercussions politiques vis-à-vis au retrait systématique du Burkina Faso au niveau de la CEDEAO, je pense que c'est la question qui est posée. Non, ce n'est pas la question, ce n'est pas les conséquences politiques, c'est plutôt les motivations politiques à une décision qui est prise aujourd'hui. Vous êtes sur... Parce qu'il y a une stratification des choses à faire. Il y a la question, pour moi, dont on parle là, de l'économie, qui pour moi est une inquiétude aujourd'hui des populations, et moi je partage cela, relativement à la décision qui est prise, et qui pour beaucoup est peut-être surprenante, ou bien dans tous les cas qui se disaient, bon, peut-être on n'allait pas aller jusque-là, mais c'est pris. Mais il y a les motivations à la décision, et les motivations sont connues. C'est que
ils le disent de façon très claire, il y a une CEDEAO qui continue d'être à la solde et qui prend des décisions qui sont des dépassements de fonctions et qui n'arrangent pas les pays membres en question. Ça, par exemple, c'est des éléments qui sont mis sur la table. Maintenant, la question des conséquences, ça, on peut peut-être en faire le débat après, mais voyons les motivations. Je dis, pourquoi est-ce que les motivations, par exemple, vous n'en faites pas le débat? Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Parce qu'en réalité, pour moi, je pense que ce n'est pas des motivations qui sont fondées sur, des preuves concrètes ou des éléments assez réels. Parce que pour moi, ce sont des motivations fondées sur des conceptions carrément utopiques. Excusez-moi du terme, si c'est assez fort. Parce qu'aujourd'hui, dire que la CEDEAO ne recouvre pas les réalités sociales, humaines et politiques, c'est quand même utopique de penser ainsi. Aujourd'hui, si on veut faire la généalogie, je dis bien si on veut faire la généalogie de tout ce qui a été entamé par la CEDEAO du point de vue politique jusqu'à nos jours, il y a beaucoup à en dire. J'en sais bien, parce que je me souviens bien, 2001-2002, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, lorsque l'ex-ambassadeur, son Excellence Émile Ilboudo, était toujours aux affaires, mon père était son attaché juridique, j'ai vu comment est-ce que la CEDEAO a mené des affaires politiques dans le cadre de la résolution des conflits qui ont eu lieu. Quand nous prenons l'exemple du corridor de GESCO, lors des conflits, lors des attaques, lors des affrontements, il a fallu l'intervention de la CEDEAO pour qu'au corridor de GESCO, nos compatriotes burkinabés puissent avoir une boîte de sardines, du pain et des véhicules pour pouvoir retrouver leur pays respectif, leur pays d'origine. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut décrier cela et dire que c'est mal vu? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se focaliser sur une conception purement politique et donner une connotation fallacieuse à la CEDEAO? Ceux qui n'ont pas vu ne savent pas de quoi ils parlent. Sauf que pour l'exprimer, vous retournez en 2001-2002. Dans l'explication du juge Geoffroy Baha, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'avec le convoqué 2015 à maintenant, avec la situation sécuritaire, ça fait partie des motifs évoqués. Moi, j'ai l'impression qu'avec le convoqué, on se comprend pas. Vous parlez. Non, on se comprend. Non, avec le convoqué, on se comprend pas. Non, avec le convoqué, on se comprend pas. Oui. Vous savez, moi, je fais pas le procès de la CEDEAO. Oui. J'ai dit tout à l'heure que il y a des craintes au niveau des populations relativement à ce qui pourrait advenir après la décision. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des craintes? Vous savez quand quelque chose ne vous sert pas et que vous l'abandonnez, est-ce que vous avez des craintes? Vous n'avez pas de craintes. Vous avez des craintes parce que vous savez ce que vous y gagnez. Vous avez des craintes parce que vous savez que c'est un outil qui vous sert. Vous avez des craintes parce que c'est un outil qui vous apporte énormément. Ce n'est pas le procès de cela que je fais ici. Oui. Ce n'est pas la question. Pour moi, la CEDEAO, elle apporte beaucoup. La CEDEAO, elle a apporté beaucoup. Tant qu'on y a été, on sait très clairement quels ont été les bénéfices de cela. Maintenant, on en sort. Je dis, mais pour en sortir, il y a des éléments qui ont été mis sur la table en termes de motivation. Vous dites, par exemple, que c'est de l'illusion. Les motifs qui sont mis peut-être sur la table. Mais ce sont des motifs politiques. Ce sont des pays qui se sont un peu ostracisés depuis. Et qui, quand on écoute même la sortie du président, il dit, mais les donneurs de leçons ne sont même pas, en vérité, quand on regarde, ceux-là qui pourraient dire tel pays ou tel pays devrait écoper des sanctions telles parce que, alors que eux-mêmes sont des champions de coup d'État presque constitutionnels et autres. Ça aussi, c'est peut-être des éléments de critique, autocritique que la CEDEAO pourrait se faire. Donc quand on veut aller sur le terrain du jugement politique, ils ne sont pas forcément bien passés pour juger ou invoquer des coups d'État ou certains éléments dans ces pays-là pour dire voilà les sanctions qu'on prend. Parce que la question des sanctions, c'est des éléments qui sont revenus parce que difficile déjà pour les peuples. Et il y a la question encore, je reviens là-dessus, sur des puissances qui devraient être en arrière et qui continueraient en tout cas d'en faire un outil, parlant de cet espace-là. Et ce sont des raisons pour lesquelles ils sont sortis. Pour moi, ce n'est pas le débat de la CEDEAO est bonne ou mauvaise. Elle est bonne. Ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat. On est toujours bien quand on est ensemble. Quand on est seul, c'est encore moins bon. Ça, ce n'est plus un débat. Voilà pourquoi j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne débat pas, par exemple, des raisons.
Et là, peut-être, après, dans une partie, on pourra parler des conséquences. Les conséquences, je pense que même, vous savez, aller à Gunguin, là, à Sitara, vous allez voir les dames qui sont là-bas, elles vont vous partager leur inquiétude. Elles n'ont pas fait bac plus pour comprendre. Elles font de l'importation pour vivre. Donc elles savent qu'il y aura des conséquences. Mais ça, on peut revenir là-dessus. Mais je dis, il y a des motivations sur lesquelles, bon, je pensais que peut-être c'est ce qu'on allait vraiment s'arc-bouter. Et puis bon, là, j'ai l'impression que on va ailleurs. Justement, je m'attendais beaucoup plus à un travail béton sur ces choses-là. Quand vous parlez de l'intervention de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, vous dites que pour ceux qui l'ont vécu, voilà, nous, on ne l'a pas totalement vécu, mais on l'a vécu en partie. D'accord. Sur ce plateau, ça on peut vous le dire. Deuxième chose, par rapport à la crise qui s'est vue au Sahel, c'est vrai que avant même que l'armée française n'arrive, la CEDEAO avait pris l'initiative effectivement de partir pour intervenir et tout. Mais quand on regarde clairement les choses en toute sincérité, les sanctions de la CEDEAO, qui les a fait exécuter? C'est même des sanctions illégales. Est-ce que vous pensez que c'est normal, maître? Bien. Sur le Mali et le Niger. Pour répondre à votre question, est-ce que ces sanctions ont été appliquées? Point d'interrogation, je dirais non. Non, moi je pose d'abord la question de la légalité avant de répondre à l'application. Mais vous savez bien que le principe de légalité est une phase procédurale, est une analyse. Quand on parle du principe de légalité, c'est une phase procédurale, c'est une analyse. Est-ce que les sanctions étaient légales ou pas? On est parti de quoi pour aboutir? Vous ne répondez pas à la question. Je vais répondre à la question, mais avant de répondre à la question, comme me permettre quand même de développer une analyse. C'est la moindre des choses, permettez-moi. Non, ne vous donnez pas ça. Ok. Donc, pour aboutir à ces sanctions, il fallait bel et bien entamer des formes d'avis. C'est ce qui a été effectué ici, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au niveau du Niger et le cas pour le Mali. Il y a eu, disons, je crois, un délai qui avait été fixé, qui avait été établi, et que, bon, après, il y a eu des formes de dissension. Donc, pour répondre à votre question, je ne peux pas affirmer que ces sanctions sont des sanctions légales, parce que je l'ai dit ici que la procédure n'a pas encore atteint son terme. Parce que la procédure relative au processus de démocratisation des institutions, la procédure relative à la libéralisation des institutions économiques et politiques, c'est de ça que je veux parler ici. Monsieur, les sanctions déjà appliquées. Les sanctions n'ont pas été appliquées pour l'instant. Les sanctions n'ont pas été appliquées, même si elles ont été émises. Ces sanctions n'ont pas été appliquées à la lettre. La fermeture des frontières ne fait pas partie des sanctions. Eh bien, avec ces lots de marchandises, de médicaments bloqués au niveau des frontières, qui n'entrent pas au Niger. Pour moi, ça, c'est pas une sanction. C'est quoi? Pour moi, ce n'est pas une sanction, ce sont des mesures administratives. Parce qu'il y a une distinction entre les mesures administratives et les lois formelles. Je ne vous apprends rien, vous le savez bien. Pourquoi je vous pose la question de la légalité de ces sanctions? Parce que le Burkina n'est pas sanctionné par la CEDEAO. C'est le Mali et le Niger. Et moi, je pose la question, est-ce que la CEDEAO était en droit de prendre ces sanctions vis-à-vis de ces pays-là? La CEDEAO n'a pas dit que c'est administratif. La question que je vous pose, est-ce que c'est légal? Et moi, je vous réponds que ces sanctions-là n'ont pas été appliquées à la lettre. C'est laquelle des sanctions qui n'a pas été appliquée par ces pays? Mais écoutez, quand on parle même d'abord de la fermeture de certaines banques, ainsi de suite, moi, ça fait pratiquement un temps que je suis à Ouagadougou ici, mais j'observe même avec tout le monde que cela n'a pas été appliqué à la lettre. Le Burkina n'a pas été sanctionné, maître. Non, je viens. Le Burkina n'a pas été sanctionné. Ou vous vous trompez de capitale. Sinon, Ouagadougou, le Burkina n'est pas concerné Permettez-moi d'aller au bout. Est-ce que vous avez été à Niamey? Est-ce que vous avez été à Bamako? Permettez-moi d'aller au bout de ma réflexion. Alors, pourquoi je prends le cas des banques? C'est parce qu'aujourd'hui, là, quand on parle de fermeture des frontières, on peut supposer qu'il y a certaines denrées qui ne pourront pas avoir l'accessibilité sur le territoire. Et cela peut avoir des répercussions économiques, même vis-à-vis des banques. Parce qu'il y a des banques aujourd'hui qui sont des banques uniquement agricoles. Ça existe. Bon, donc pour répondre à votre question, quand vous parlez de la légitimité relative à la sanction, j'ai dit légalité. La légalité relative à la sanction, moi je vous réponds que
à l'instant T, ces sanctions n'ont pas été émises. Parce que pour qu'on puisse parler de principe de légalité, il faudrait que ces sanctions aient été émises et appliquées à la lettre. Oui, mais puisque la CEDEAO ne peut même pas le faire, c'est l'UEMOA finalement qui applique, puisque sur les questions monétaires, c'est l'UEMOA, ce n'est pas la CEDEAO, on n'a pas une monnaie commune. On n'a pas une monnaie. Non. En fait, c'est des faits. Je parle de faits. Restez sur les faits alors. Oui, les faits, c'est que c'est la CEDEAO qui prend une décision. Non, les faits, c'est la CEDEAO qui prend une décision. Et les faits, c'est que pour l'application, c'est l'UEMOA. Puisque la CEDEAO, on n'a pas une banque en partage avec la CEDEAO, une banque centrale en partage avec la CEDEAO. La banque de la CEDEAO, c'est pour les investissements et tout. Peut-être c'est les opérateurs économiques qui peuvent être interdits d'accès. Le Burkina, on peut dire de ne plus venir chercher de l'argent dedans. Mais la BCEAO, on a accès à la BCEAO. Et les sanctions économiques, c'est beaucoup plus la BCEAO, qui n'est pas une banque de la CEDEAO. C'est là où je n'arrive pas à comprendre les choses. Et je m'attendais de vous que vous m'expliquiez comment ces implications sont possibles sur la base des textes qui existent. Mon devoir à moi n'est pas de vous expliquer ces implications. Vous êtes à la base du tribunal de l'actualité aux questions. C'est votre devoir de répondre aux questions en toute précision. Vous avez des auditeurs, des téléspectateurs qui vous suivent. Avant de vous permettre de réagir, juge Geoffroy Vaha, lorsque vous avez fait tout à l'heure une lecture par rapport au texte de l'UEMOA, j'ai tout de même l'impression qu'il y a un certain nombre de craintes corporatistes liées à cette sortie de la CEDEAO. Et je le précise encore un peu plus ma question. Est-ce que l'exercice de votre métier d'avocat est menacé en Guinée-Conakry avec cette sortie de la CEDEAO? Bien, pour répondre à votre question, je dirais non. Mais du point de vue international, cela pourrait agir ou avoir des répercussions sur la conférence internationale des barreaux, parce que vous savez bien qu'il y a des textes qui régissent la profession d'avocat dans la zone UEMOA. Donc, le retrait systématique, je dis bien le retrait systématique de la CEDEAO pourrait conduire à prendre des décisions ou à envisager des réformes concernant d'abord même la profession d'avocat même, dans la zone CEDEAO, la création des centres de formation instaurés au centre des barreaux et aussi liés à ce qu'on appelle au principe de la nationalité aussi. Vous pourriez donc ne plus vous retrouver au barreau de Guinée-Conakry avec cette sortie. C'est bien cela? Ça peut arriver, on ne sait jamais. Juge Geoffroy Vaha, allez-y. Moi, je suis un peu surpris que notre convoqué nous dise qu'il n'y a pas de sanctions. La CEDEAO contre le Mali, il n'y a pas eu de sanctions contre le Mali et contre le Niger. Sinon, je me pose la question en juillet 2022, lorsqu'il y a eu un bon calendrier qui a été assis par le Mali, c'est quelles sanctions la CEDEAO a levées si elle n'en a pas prises? Mais je ne sais pas si vous avez lu l'actualité. La CEDEAO a décidé de la levée des sanctions en juillet 2022 concernant le Mali. En décembre dernier, le 10, la CEDEAO décide de confirmer les sanctions, de les maintenir concernant le Niger. Vous me dites qu'il n'y a pas de sanctions. Moi, je suis un peu surpris. Pour répondre à votre question, quand on parle de sanctions, il faut partir du principe de matérialisation de cette sanction-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on entend telle sanction aurait été émise, mais est-ce que ces sanctions ont été appliquées à la lettre? La question reste posée. D'accord. Parce que c'est des sanctions à la fois financières et autres. Je vous posais la question. Nous, on est un groupe de presse. On a des correspondants un peu partout. Et sur la question nigérienne, par exemple, au plus fort, on avait un correspondant avec lequel on devrait discuter, le prendre à chaque fois ici. Mais il y avait la coupure de la fourniture d'électricité, par exemple. Dans la capitale, difficile d'avoir l'électricité 1 heure. 1 heure de temps. Et donc, c'est-à-dire quand vous l'appelez, il faut espérer qu'il y ait de la batterie. Et pour avoir de la batterie, il faut payer 2000 francs, 3000 francs pour pouvoir charger son téléphone. Parce que l'un des pourvoyeurs avec lequel il y a un accord a décidé de fermer au regard des éléments qui ont été donnés par la CEDEAO. Ça a été pareil pour la question des trafics. On a même vu les reportages sur comment plusieurs convois étaient bloqués aux frontières. Je ne sais pas si ça, vous n'avez pas vu. Maintenant, bon, je pense qu'on peut faire de l'analyse. Mais l'analyse, pour moi, elle part de l'interprétation d'abord des faits. Les faits, là, ils sont sacrés. Maintenant, quand on n'est pas d'accord sur des faits,
Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut évoluer. Mais de quel fait il s'agit? Quand vous me dites qu'il n'y a pas eu de sanctions contre le Mali, il n'y a pas eu de sanctions contre le Niger, je ne sais même pas, je commence à douter de vos analyses. Mais quand vous parlez ici, moi parfois je me pose des questions parce que je me demande, est-ce que nous nous comprenons? Est-ce qu'on se comprend? Parce que vous avez posé des questions, je vous ai dit ici sur ce plateau que, est-ce que ces sanctions ont été appliquées à la lettre? Est-ce que ces sanctions dont vous parlez, ces sanctions-là ont été appliquées à la lettre? Parce qu'on parle du principe de matérialisation des sanctions. Et les sanctions sont plurielles. Restons dans le cadre du contexte. Mais justement, c'est là quand vous dites que vous pensez qu'on ne se comprend pas, c'est vrai, parce que moi je ne vous comprends pas. C'est moi qui Oui, parce que vous venez de dire que ce n'est pas des sanctions, c'est des mesures administratives. Voilà que vous revenez poser la question, est-ce que ces sanctions étaient appliquées? Alors que le juge vous a dit, la CEDEAO a décidé du maintien des sanctions. C'est écrit. Le 10 décembre, c'est écrit noir sur blanc. Oui. Lever des sanctions. Lever des sanctions, c'est 10 sanctions. C'est un lapsus. Le thème est un lapsus. Même le lapsus est révélateur. Quel lapsus? Parlez de quel lapsus? Le thème est un lapsus. Attendez. Permettez-moi. Parce que le thème sanction avec S. Pourquoi prenons le thème sanction avec S? Il y a plusieurs types de sanctions. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on parle de mesures administratives, posez-moi la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une mesure administrative. Je vous dirai ce que c'est qu'une mesure administrative. Donc, si je comprends bien, la CEDEAO, avec toute son intelligentsia, a commis des lapsus depuis le début du processus. C'est vous qui le dites. Oui, mais je vous pose la question, vous dites que sanction c'est lapsus. C'est vous qui le dites. Que sanction c'est lapsus. Moi je ne l'ai pas compris. Certains m'ont compris, peut-être que c'est vous qui ne m'avez pas compris. Notre pan des échanges, il est aussi question des réformes et des libertés, notamment au Burkina. Oui. Quel est l'état des libertés selon vous, vu depuis le barreau de Guinée-Conakry, et lorsque vous rentrez, quel est l'état des libertés au Burkina selon vous? Bien. Très bonne question. Récemment, j'ai eu une audience au barreau de Ouagadougou. J'avais tenté de rencontrer même monsieur le bâtonnier même à ce sujet pour discuter de la question de l'état des libertés. Mais je pense que très bientôt, j'aurai accès à monsieur le bâtonnier du barreau de Ouagadougou. Vous savez bien que, d'abord, excusez-moi du thème, j'ai été un peu choqué. Même pas dit un peu, j'ai été choqué. Lorsque j'ai appris le cas de la détention du confrère maître Guy Hervé Cam, ce n'est pas de la solidarité professionnelle, excusez-moi du thème, je dis ce n'est pas de la solidarité professionnelle, mais d'abord en tant que citoyen burkinabé, mon regard synoptique face à cet état de fait, j'aimerais à travers ce plateau d'abord lancer un appel à l'endroit de notre président, le chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et dire qu'il y a un code d'honneur entre la gendarmerie, la police et le corps des avocats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous de la justice. Quels que soient les faits, il y a le principe de séparation des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Si le procureur de République a été saisi pour des faits, on pourrait comprendre. Si les juges ont été saisis pour des faits, on pourrait comprendre. Mais vu le communiqué du barreau de Ouagadougou, je crois qu'avant-hier, j'ai vu sur Phoenix qu'il y a eu un groupe d'avocats du barreau de Ouagadougou qui ont tenté d'avoir accès à maître Guy Hervé Cam et que cela n'a pas été possible. J'ai été touché. Ayant vu cette information, j'étais touché. Je me suis dit non, attention, c'est que vraiment mon pays va droit vers le mur. Excusez-moi du terme. Ah bon? Oui. Parce que dans un pays, si les droits humains, si les libertés humaines, si les libertés fondamentales ne sont pas respectées à la lettre, c'est que le pays est en train de régresser. C'est un sacerdoce. Laissons la politique de côté. Laissons la politique de côté et parlons-nous franchement. J'interpelle les autorités. Alors, Maître Tacitus, oui. Est-ce que votre interpellation, c'est uniquement pour le cas de Maître Guy Hervé Cam, ou bien ça y va pour tout le monde? Vous avez parlé d'un code d'honneur qui existe avec la gendarmerie, la police, et qui se doit d'être respecté lorsqu'il est question d'arrestation. Avant Maître Guy Hervé Cam, il y a eu des interpellations. Qu'est-ce que vous savez de la loi sur la mobilisation générale et de la mise en garde? Bien, je vais vous dire... On a cette impression que c'est parce qu'on touche à quelqu'un de la profession
que vous êtes en train de réagir ici. Non, pas du tout. Ce que je vous ai dit, c'est... Vous avez parlé du code d'honneur. Est-ce que ce code d'honneur s'applique à des citoyens comme moi, comme messieurs les juges? Est-ce que ça s'applique Je ne rentrerai pas dans le cadre du droit positif burkinabé. Je dis bien, je ne rentrerai pas dans le cadre du droit positif burkinabé, mais je voudrais parler du point de vue général, dans l'universalité du droit. Vous savez bien que, d'abord, le terme détention est une procédure. Je dis bien, le terme détention est une procédure. Il y a une distinction entre l'arrestation et l'interpellation. Pour le cas de Maître Guy Hervé-Kam, c'était quoi? Arrestation ou interpellation? Bon, j'aurais supposé que si ça ne vient pas du pouvoir judiciaire, que ça puisse être au moins, a priori, une procédure d'interpellation. Peut-être de nos forces de l'ordre, ça peut se faire. Mais une procédure d'arrestation, on ne voit pas exactement de mandat d'arrêt. Même pas seulement le cas de Maître Guy Hervé-Kam. On ne voit pas seulement de mandat d'arrêt et on apprend qu'il aurait été arrêté. Ah, quand même, ça tâtonne. D'accord. Réaction juge Favara. Sur cette question, je pense qu'on est déjà revenu ici au tribunal de l'actualité. Moi, je ne mets pas seulement sur la personne de Maître Guy Hervé-Kam. Non, il y a quelque chose qui met un peu mal à l'aise, c'est la façon dont certaines personnes, je ne sais pas si on va dire enlever, interpeller, arrêter, ça dépend. Mais sans qu'il y ait un papier qui rassure la famille que c'est nos forces régaliennes qui viennent intervenir. Parce que là, ça risque à un moment donné aussi de faire tâche d'huile et de créer d'autres situations. On est dans une période d'insécurité. Ça peut être aussi une brèche ouverte pour que ceux qui ont des dessins noirs, qui ne sont même pas du régime, du pouvoir ou proches du pouvoir, qui ont même envie de le salir, viennent prendre quelqu'un. Vous attendez 1 mois, 2 mois, vous vous dites ça sera comme d'habitude. Après, on va le voir, peut-être il a été enrôlé, ou bien on va le voir, il a des affaires qui le concernent il est cité d'une affaire, je ne sais pas moi, je ne veux pas dire le nom, n'importe quoi. Mais vous vous rendrez compte que, en fait, ceux qui sont venus en cagoulé ou en civil ou quoi que ce soit, qui n'ont rien montré, qui ont dit suivant et qui sont partis avec lui, ce sont des personnes reconnues par l'État. Mais si ce n'est pas ça, vous faites comment? C'est un peu ça le problème que ça pose aujourd'hui. Vous avez vu aussi la semaine, je ne sais pas si c'est la semaine passée ou surpassée, on a vu ce qui s'est passé aussi avec celui de la CGTB. Parce qu'il a appelé et ils ont aussi des, comment dire cela, ils ont aussi des membres, ils ont fait barrière. Parce que ceux qui sont venus n'ont pas décliné leur identité. Et ça posait aussi problème. Donc c'est vrai que cette façon de fonctionner là, pour moi, il y a un souci. Moi, j'ai vu la sortie de l'ordre, c'est l'ordre des avocats. Ils disent très bien qu'ils ont touché tous les procureurs qui disent qu'ils ne sont pas informés. Et après, ils disent, après être passés dans les différentes institutions, c'est au niveau de la sûreté qu'ils ont appris qu'il y était. Ça, j'ai dit encore une fois, c'est parce que c'est l'ordre. Si c'est vous et moi qui n'avons pas tant de relations que ça, ou les citoyens lambda, ça va être très compliqué avant que la famille proche soit rassurée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, pour moi, de dire cette personne-là ou telle personne, si la justice ou bien il y a des éléments qui lui sont reprochés, qu'elle ne réponde pas. Non, il faut qu'elle réponde. S'il y a des éléments probants en termes d'implication sur des sujets qui sont punis par la loi, vous allez répondre. Mais seulement c'est la manière. Comment est-ce qu'on vous prend? C'est ça pour moi aujourd'hui qui pose débat et qui pose problème. Et je ne pense pas que quelqu'un dira que non, c'est normal, il faut prendre les gens comme ça. Parce que ça arrive peut-être à l'autre. Demain, si ça arrive à quelqu'un que vous connaissez, à un des membres de votre famille, si ça fait 2 mois, 3 mois, vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que vous allez vous poser plusieurs questions. Là où il est, est-ce que c'est vraiment nos forces régaliennes qui sont venues le prendre? Ça deviendra un peu plus difficile. Voilà pourquoi je dis ça. On convient qu'il faut peut-être revoir la méthode. Mais si vous avez des actes que vous avez posés qui sont répréhensibles et que vous devriez répondre devant la justice, il faut que la forme soit mise. Et j'ai aimé le communiqué, pour terminer, du gouvernement sur la question, par exemple, je ne sais pas si c'est lié, on parle de Maître Guy Hervé-Kam, je n'ai pas dit qu'il a été arrêté dans une question de déstabilisation ou quoi que ce soit, mais le communiqué même sur la déstabilisation de la transition, qui pour moi aussi est un acte majeur. Là, à la fin, dans le communiqué, le gouvernement dit mettre les formes de droit.
dans les jours à venir, dans la communication qui sera faite. Voilà. Ce qu'on veut, c'est ça, que toutes les formes-là soient mises dans ces process-là. Et pour moi, c'est ça qui est important. Réaction à vous également, juge Benabou. Oui, moi, je lui mettre, comme c'est un avocat, les uns et les autres dénoncent la procédure. La suite, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper? Très bonne question. J'aurais préconisé d'abord la saisine du service juridique de la présidence, puisque dans ce cas d'espèce, il semblerait que ce serait quand même venu du pouvoir exécutif. Alors, la saisine du service juridique de la présidence, la saisine du procureur de République, la saisine de monsieur le président du tribunal, et demander à ce qu'il y ait une délégation du barreau de Ouagadougou à rencontrer monsieur le président, chef de la transition, pour voir exactement quelles sont les motivations qui ont suscité la détention de M. Guy Evekam. Et si ce n'est pas purement judiciaire, alors demander une excuse absolutoire afin qu'il soit relaxé. Pas seulement lui, mais s'il y a d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes qui seraient confrontées à une telle situation, qu'il y ait quand même vraiment des actions menées dans ce sens-là. Voilà. Dernier commentaire, messieurs les juges. Non, pas de commentaire. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que nous recevions à la barre Maître Richard Tarcisius Yamiogo. Il est avocat pénaliste au barreau de Guinée-Conakry et également enseignant en droit pénal. Merci d'avoir répondu à cette convocation, Maître. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, juge Benabougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Fovaha, pour les clés de lecture. Et grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.